Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette, mon Dieu, on est rendu à laquelle, je pense que c'est la 5e session de cette première phase réservée à l'information sur le plan de développement de Montréal. Session qui se réalise dans le cadre du mandat de consultation publique confié à l'OCPM par le comité exécutif de la Ville. Je m'appelle Louise Roy, je suis présidente de l'Office. Et permettez-moi, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, de vous présenter rapidement mes collègues commissaires. Jean Burton, qui préside la commission, est biologiste et possède une vaste expérience dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Irène Saint-Mars est architecte du paysage et elle a assumé plusieurs fonctions de hautes fonctions administratives à l'Université de Montréal, entre autres comme vice-rectrice aux études et doyenne de la faculté d'aménagement. Alain Duhamel a fait une longue carrière dans le journalisme, il y est encore d'ailleurs. C'est un politologue diplômé de l'Université d'Ottawa et de l'Université Saint-Paul. Alors, si vous voulez bien, on va y aller tout de suite. En cours de journée, Jean-Robert Choquet va se joindre à nous. Il sera le représentant de la Ville pour répondre à vos questions. À la fois sur les questions de patrimoine et sur les questions de vie culturelle. Donc aujourd'hui, notre session de cet après-midi porte sur les deux aspects, la protection des patrimoines de la ville et la question aussi de l'encouragement à l'élan créatif et le développement du leadership de Montréal comme métropole culturelle. Juste un mot, sur la thématique d'aujourd'hui. Il s'agit d'explorer avec l'aide de nos experts quelles sont les voies de développement pour le secteur de la valorisation du patrimoine et de la vie culturelle. C'est un secteur qui constitue déjà l'une des marques distinctives de Montréal. Montréal est reconnu comme une ville créatrice en constant renouvellement et à l'avant-garde. Le nombre, la qualité, l'originalité de ses créateurs, de ses artistes, de ses organismes culturels, de ses festivals, de ses entreprises culturelles et de ses projets et entreprises liant l'art à la technologie lui ont valu une place enviable dans le réseau des métropoles culturelles du monde. L'éventail des patrimoines de Montréal est aussi très vaste et plusieurs grands ensembles nous permettent à la fois de nous rappeler et de revivre notre histoire ancienne, coloniale, canadienne, l'époque de l'industrialisation, les grandes entreprises de transport ferroviaire et maritime et l'époque moderne et contemporaine, en se rappelant aussi ce qu'était la vie des ouvriers et la vie des classes moyennes et des élites. Qu'il s'agisse du Vieux-Montréal, du Golden Square Mile et de la montagne, en passant par le canal Lachine ou Griffintown, plusieurs quartiers offrent aux Montréalais des trésors et des heures de découverte. Alors, comment protéger nos patrimoines bâtis, paysagers, naturels et les faire vivre à notre époque? On le reconnaît, dans plusieurs grandes villes, la mise en valeur respectueuse du patrimoine sert de levier au redressement de secteurs déstructurés. Quelles sont les stratégies que la ville devrait développer pour concilier conservation du patrimoine et croissance de la ville? Alors aujourd'hui, nous avons avec nous deux experts qui sont très connus, Dino Boumbarou et Clément Demers. C'est Dino Boumbarou qui va nous adresser la parole en premier. J'aurai l'occasion de revenir pour vous présenter Clément Demers. Alors, Dino est directeur des politiques à Héritage Montréal, un homme très engagé dans la cité, justement, pour la protection des patrimoines. Leur connaissance, d'abord, la connaissance des patrimoines et la protection des patrimoines. Alors, on a demandé à Dino de nous parler, effectivement, et vous l'avez en titre de sa conférence, du rôle de la ville et des partenariats à développer pour la protection des patrimoines et leur mise en valeur, et en s'inspirant de son expérience à lui, de l'expérience d'Héritage Montréal, mais aussi de ce qui peut se faire ailleurs dans le monde. Alors, Dino Boumbarou. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bon après-midi. Je remercie l'Office de l'invitation, mais également la Ville de Montréal, notamment l'équipe de direction qui a fait une présentation assez impressionnante lundi soir des champs d'action. C'est peut-être l'un des plus grands défis et qui est de faire... On est très fiers de notre orchestre symphonique, mais peut-être que c'est une métaphore qui peut servir à d'autres choses.
Alors, peut-être pour commencer, aujourd'hui, c'est le 5 juin, donc peu de gens le savent, mais c'est aujourd'hui le 180e anniversaire de l'élection du premier maire de Montréal, Jacques Vigée. Les gens disent Jacques Vigée, c'est une espèce de commission qui a été abolie en 1990 pour être remplacée par un autre. Maintenant, c'est un nom qui est encore récupéré. Mais Jacques Vigée, c'était un journaliste, c'était un écrivain, c'était un historien et c'était l'inspecteur des chemins de Montréal. Alors, quand on parle d'interdisciplinarité, peut-être qu'il y a des choses à aller chercher dans les livres d'histoire. Moi, je voudrais vous parler du patrimoine, et Héritage Montréal, c'est un peu notre mission, mais c'est aussi une vision du patrimoine qui n'est pas comme l'archivage du passé autant que la construction de l'avenir. Et c'est dans cette perspective, peut-être, qu'on a beaucoup de points communs avec l'ambition du plan de développement qui est devant nous. Je tiens à rappeler la devise de Montréal, le Concordia Salus, ce n'est pas juste un nom comme ça, c'est une devise qui avait beaucoup de sens à l'époque. Les armoiries ont été adoptées en juillet 1833. C'était des armoiries assez innovantes pour l'époque, en ce sens qu'elles réunissaient dans un emblème les emblèmes de différents peuples, alors qu'auparavant, c'était vraiment des choses formidables. C'est très aristocratique presque, ou légendaire. Ce qui est intéressant, en 1938, on a aboli le seul symbole créole qui était sur les armes de Montréal pour le remplacer avec un symbole monarchiste, la fleur de lys. Et c'est intéressant, à l'époque, on a fait le choix de s'aligner sur les canons de l'héraldique française au lieu d'être vraiment d'assumer notre américanité. Mais on n'est pas là pour discuter d'héraldique, on est là pour parler de patrimoine et de partenariat. Je voudrais apporter quelques exemples un peu d'ailleurs dans l'esprit de ce Concordia Salus, mais aussi le rôle de la ville, puisque plan de développement est un énoncé de politique. Il est discuté ici. D'habitude, on a tendance à dire l'énoncé de politique, ça doit dépendre des politiques des élus. Or, c'est déjà extraordinaire qu'on ait un exercice démocratique sur la vision de demain de la ville. C'est un truc qui est vraiment assez particulier, mais je pense qu'il y a beaucoup de valeur. Un élément du rôle de la ville, c'est peut-être la notion de cohérence. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et je voudrais vous donner une façon, un outil, un exemple chez nos voisins américains. D'ailleurs, j'en profite pour présenter cet exemple ici. C'est le cœur de Minneapolis. Vous savez, on a tendance à dire notre grand frère, c'est typiquement New York. Vous savez, au 19e siècle, les Montréalais pensaient qu'ils allaient concurrencer avec New York. On ne sait pas si les gens de New York s'étaient aperçus de ça, mais au niveau du port, des échanges commerciaux, il y avait effectivement quelque chose, mais on a beaucoup aussi à voir avec les ambitions qui se développent d'une manière peut-être un peu ignorée de nous, mais dans le Midwest américain, comme dans l'Ouest canadien. Minneapolis, alors que Montréal, c'était la capitale des silos et du blé dans la manutention, Minneapolis, c'est la capitale mondiale de la farine. Alors, ce n'est pas des gens mous, là, mais ça a donné des silos, ça a donné des installations. Puis aujourd'hui, il y a un plan de développement culturel extrêmement actif. En arrière de ces silos transformés en musées puis en toutes sortes de trucs, il y a une nouvelle salle de spectacle qui a été inventée par Jean Nouvel. Donc, le défi d'architecture, d'enrichissement du patrimoine est là. Mais aux États-Unis, peut-être un outil qui est intéressant, c'est avec le nom très pittoresque de Article 106. C'est typiquement Washington, alors c'est comme de lire un formulaire de l'impôt avec ses lignes ou du guide pour les utilisateurs. Mais l'article 106, c'est un article essentiellement qui a été adopté par une loi du Congrès en 1966, qui oblige tous les départements du gouvernement américain à être cohérents sur les questions de patrimoine. C'est pas rien, ça. Ça veut dire que tout le budget américain doit établir une certaine règle de conformité ou de sensibilité aux enjeux du patrimoine. Aussi bien le département du transport que les parcs nationaux, que les transferts aux municipalités ou aux États, c'est un gigantesque système qui a été mis en place qui explique, par exemple, que FEMA, l'Agence des mesures d'urgence, a du personnel en patrimoine qui est présent en permanence et qu'il y a des mécanismes internes au gouvernement américain pour établir des règles de cohérence. Ça ne nous apparaît pas évident ici parce qu'on est toujours alimenté par les nouvelles et la superficie du gouvernement dans son action, mais il y a peut-être là un modèle intéressant, ce qui fait que l'ensemble du budget américain se donne une certaine obligation de responsabilité sur les enjeux de patrimoine. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Un autre exemple intéressant, enfin, on est toujours dans le thème de l'auto, là, c'est la Havane. Vous allez me dire, bon, interdit de fumer, comment est-ce qu'on prend la Havane comme modèle? Mais à la Havane, il y a une fonction très intéressante qui a été créée, constituée, c'est celle de l'historien de la ville.
Et l'historien de la ville à La Havane est responsable de la revitalisation du vieux à La Havane et des éléments patrimoniaux de la capitale. Comment est-ce que ça se fait? Bien, par un système d'obligations, mais également, il y a une gestion de l'économie qui est un peu particulière là-bas, mais le rôle, essentiellement, l'historien de la cité, c'est l'entrepreneur en chef de la revitalisation du patrimoine. Il y a un entrepreneur en chef, il n'y a pas une dispersion dans le système, et il y a un système pyramidal qui dépend de ce personnage-là, qui est une personnalité connue du public, qui motive. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire son programme à la radio un petit peu plus court que le leader Maximo. Bien entendu, on est à Cuba, il ne faut pas concurrencer Fidel, mais c'était une action auprès de la population de sensibilisation. Mais maintenant, à travers l'argent qui est extrait du tourisme, on finance la restauration du patrimoine bâti. On finance également les entreprises de diffusion. Donc, les nombreux musées, centres d'interprétation, galeries à vocation culturelle sont financés par des opérations touristiques qui sont en partie contrôlées par l'État, mais qui offrent quand même un modèle intéressant. Un autre exemple, c'est à Dubrovnik, dans l'Adriatique. C'est une ville qu'on a vue bombardée pendant la guerre il y a une vingtaine d'années, mais en 1979, il y a eu un tremblement de terre terrible qui a dévasté l'endroit. Il y a un système fiscal qui a été mis en place pour financer la reconstruction de ce patrimoine. Ce sont des cas un peu extrêmes, mais quand même, il y a des leçons à en tirer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi un système de redevance sur l'image et les éléments emblématiques de la cité. Donc, encore là, une façon de capitaliser sur le tourisme. Souvent, quand on parle de patrimoine et développement, on va dire que le tourisme est important. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi une société solidaire puis qui a une conscience de sa personnalité. C'est une société qui est capable de développer une économie beaucoup plus riche. Mais dans des cas comme ça, ils ont dit, les emblèmes de la cité, ça peut être la silhouette, ça peut être des monuments, il y a une espèce de copyright qui est mis là-dessus, et les bénéfices, les royautés qui sont extraites de ça sont versés par un système de fiducie qui, dans ce cas-là, était présidé par le président de la République. Donc, c'est la ville emblématique, c'est une source de capitaux très importante, donc une structure qui est très enchâssée dans le système de l'État. Un autre exemple intéressant, je me rappelle dans les discours de la présentation de Marcel Côté hier, il y a été beaucoup mention de la question de maintenance et le défi que ça représentait. Un exemple aux Pays-Bas qui pourrait s'appliquer à notre structure constellationniste de Montréal avec ses arrondissements, les villes liées, tout ça. C'est aux Pays-Bas. Vous savez que le Pays-Bas, c'est un pays au complet qui est menacé par les inondations depuis des siècles. Ce que ça a développé, c'est une culture de prévention qui est assez importante. Ça a développé aussi des outils légaux, des traditions de gestion de l'eau, par exemple, qui sont un petit peu, un peu étranges à nos yeux, mais quand on les étudie, c'est pas mal plus intéressant que d'aller examiner, par exemple, des endroits qui sont un petit peu plus ensoleillés comme modèle de référence, plus sur la Méditerranée. Vous savez, on va souvent voir nos modèles là où c'est chaud, alors que peut-être que ça vaut la peine d'aller se rafraîchir dans le nord de temps en temps. République, royaume et tout ça. Mais les Pays-Bas ont inventé ce système de contrat de service sur les biens patrimoniaux. Ce Monumentenwerk, là, ça veut dire essentiellement la vigie des monuments, mais par région du pays, puis on s'entend, les Pays-Bas, c'était à peu près gros comme la région de Montréal-Québec, là, c'est quand même pas, c'est une échelle nationale qui se comprend beaucoup à notre échelle territoriale. Eh bien, ce qu'ils font, c'est que chaque monument du territoire fait l'objet d'une inspection annuelle parce qu'il y a des équipes qui sont assignées à chaque région, donc un système national qui est livré à travers des spécificités locales, parce qu'il y a des endroits où les petits véhicules, où se trouvent les équipes de personnel qui font ce travail-là, ont besoin de bateaux pneumatiques, parce que les bâtiments sont les pieds dans l'eau, dans d'autres, c'est des échelles, dans d'autres, c'est des sortes de matériaux, d'équipements. C'est spécifique au génie, au patrimoine du lieu, mais c'est un système national qui a aussi la qualité de développer des équipes de fierté. Parce qu'on a tendance à mépriser l'entretien. Vous savez, il n'y a pas de ruban à couper à cette occasion-là. Or, l'entretien, c'est ce qui sauve le patrimoine, c'est ce qui évite des milliards on a juste à voir les campus universitaires avec l'entretien différé. C'est immense comme dette qu'on s'est bâtie par manque d'entretien. Mais c'est un exemple intéressant qui mérite peut-être d'être exploré dans le cadre d'une stratégie de développement de Montréal.
Une autre échelle internationale, mais en tant qu'aller à l'international, allons voir un peu à l'UNESCO. On parle beaucoup Montréal, ville UNESCO de design, mais à l'intérieur de l'UNESCO, l'élément le plus populaire, si on peut parler de populaire, c'est-à-dire la convention qui est signée par le plus grand nombre d'États. Vous savez, à peu près 200 États qui sont membres de l'UNESCO. Il y en a 190 qui ont signé la Convention du patrimoine mondial. Alors, il faut se dire peut-être qu'il y a un message à aller chercher de ce côté-là. C'est quoi les mécanismes d'adhésion? C'est quoi l'intérêt? Alors, une des phrases dans cette convention, vous savez, les conventions, c'est comme beaucoup de textes formels, c'est pas des lectures de chevet très stimulantes, mais enfin, quand on va au lit, peut-être c'est excellent. Mais une des phrases qui nous dit de donner une fonction au patrimoine dans la vie collective. Une chose qui est très intéressante, très importante, je dirais, par rapport à l'horaire, par exemple, de les habitudes qu'on a à Montréal de séparer le patrimoine culturel du patrimoine naturel, là, c'est une très mauvaise habitude. À l'international, c'est énorme comme effort parce qu'on sait que les traditions sont très, très, très éloignées, mais vous savez, on a peut-être le principe des pyramides qu'on voudrait essayer de changer, c'est-à-dire que la distance à la base est moins grande qu'au sommet. Mais comment ça se fait qu'à l'international, on est capable d'avoir la nature et la culture qui travaillent ensemble, puis ici, il y a comme des années-lumière dans les services. Alors peut-être qu'on a besoin de concepts intégrateurs, puis peut-être la notion de paysage urbain, c'est un élément qui pourrait être utile. Un rapprochement aussi entre l'histoire et la géographie, parce que après tout, on vit rarement dans l'histoire, on la fait, mais on habite la géographie qu'on connaît très peu. Pourquoi mettre Habitat? Bien, c'est parce qu'en termes de patrimoine mondial, c'est notre meilleure chance qu'on a à Montréal. Hein, c'est un des bâtiments les plus emblématiques du 20e siècle. Il est ici. Et si au lieu de chercher à se faire reconnaître, vous savez, ça fait depuis au moins 10-15 ans qu'on essaye de proposer des choses. Il y a des tas de conclusions de colloques, même le rendez-vous Montréal culturel, le plan d'action, tout ce que vous voulez mentionne, une nomination à l'international. Bien, Habitat, c'est à peu près la meilleure chance qu'on a d'avoir une reconnaissance de Montréal, pas juste comme un lieu de l'histoire ancienne, mais aussi un lieu d'invention. Et c'est peut-être ça, les messages sur le patrimoine, c'est aussi les valeurs qu'il porte. Je vous donne quelques exemples de réalisations à Montréal, parce qu'on peut passer des heures à se lamenter sur notre sort, mais aussi on devrait prendre la mesure des actes qui ont été réalisés. Deux exemples auxquels on a été un peu plus associés. Milton Park, un quartier non loin d'ici, plus grand ensemble de rénovation coopérative au Canada, c'est parti de l'idée de sauver un quartier. C'est parti de l'idée de combattre un modèle de développement qui était étranger à la fibre montréalaise. C'est aussi parti de préoccupations sociales, pas juste de préoccupations architecturales, mais les deux se sont conjugués. Puis pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de séparer l'architecture de la société? Les deux vont ensemble. Il y a une notion de vision, mais il y a aussi un outil très intéressant, c'est une fiducie foncière à l'échelle d'une ville. C'est des outils qui ont souvent été explorés pour les sites naturels, mais pourquoi pas en ville? Bien, on a des exemples, peut-être ça vaudrait la peine d'en faire le catalogue et d'en mesurer les résultats, les fruits à long terme. Un autre exemple, c'est McGill College. C'est un début d'une conscience publique de l'urbanisme comme forme de pacte social. Hein. On se rappelle, il y avait un projet de centre commercial dans le milieu de l'avenue, bloquer la vue sur la montagne. Ça a frustré tout le monde. On a dit à l'époque, avec, je ne sais pas, 10-15 de chômage, on ne parle pas d'urbanisme. Bien, au contraire, les gens ont dit c'est le temps d'en parler parce que c'est le moment où on peut faire les pires erreurs. Puis l'urbanisme, une erreur là-dessus, c'est 50-75 ans de souffrance. Alors, c'est pas mal plus long qu'une dent mal brossée. Alors, l'urbanisme, à Montréal, McGill College, un moment marquant, puis il y a peut-être un esprit à aller chercher là-dedans, parce que c'était l'esprit d'une alliance entre les secteurs privés de l'investissement puis les secteurs associatifs, Héritage Montréal, les milieux professionnels et les universités. Tant qu'à monter, montons très haut, les objectifs de développement du millénaire. Là, comment est-ce que Montréal, ville qui s'ouvre sur la planète, qui parle beaucoup de la mondialisation, puis son rôle de métropole rayonnante, se situe par rapport aux objectifs des Nations unies pour le millénaire? Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Vous voyez, la pauvreté, la santé, les questions de droits, d'équité sociale, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes. Ce sont les objectifs des Nations unies. C'est adopté en 2000, première échéance 2015. Après 2015, mise à jour de ces objectifs, parmi les sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est la forte urbanisation de la planète. On a passé depuis 2000 à moins de 50 % à plus de 50 % de population urbanisée. Comment la planète qui s'en vient va être organisée? Ça pose la question du développement de Montréal parce qu'on se pose ces mêmes questions qui se posent à travers le monde avec sans doute des angles différents. L'autre chose qui va apparaître
après 2015, c'est les questions de sécurité, les questions de paix, donc les questions de rapport entre les peuples. Alors, mon petit Concordia Salus, là, je peux vous dire qu'à l'échelle de la planète, il serait très important, très utile. Qu'est-ce qu'on a fait donner suite à ça? Vous voyez le 17 mai comme cadeau d'anniversaire pour Montréal, parce que Montréal, évidemment, c'est le 17 mai, sa fondation, enfin, l'arrivée des fondateurs. Une rencontre qui a commencé à travailler sur l'inclusion de la culture. Puis quand on parle de culture à l'échelle de ces discussions-là, ça commence d'abord par le patrimoine. Donc, ce n'est pas d'opposer les arts, la création et le patrimoine. Au contraire, on parle de l'actif culturel et du créatif culturel ensemble. Donc ça, c'est une réconciliation qui est très importante à noter et ça doit se traduire dans les programmes. Alors, quelques idées qui sont ressorties de cette rencontre. On était là avec Charles Vallerand de la Coalition pour la diversité culturelle, Héritage Montréal, on était là, et puis on a fait pousser l'idée, et il faut quand même le noter, la Ville de Montréal, c'est une des premières autorités à travailler sur l'idée au Québec d'un agenda pour la culture comme pilier du développement durable. C'est des concepts un petit peu généraux, comme ça a l'air abstrait, mais quand on y pense, ça peut créer les éléments d'une discipline de base pour ordonner, pour harmoniser un système complexe, je ne parle pas de compliqué, mais comme la Ville de Montréal. Au Québec, il y a une chose absolument unique au monde, mais qui est typiquement, comme de chez nous, totalement oubliée, c'est le principe du patrimoine comme élément de développement durable. C'est le seul endroit au monde où il y a ça dans les lois qui définissent le développement durable. Ailleurs, le patrimoine est toujours vu comme un élément à prendre en compte dans les évaluations d'impact. Vous savez, c'est comme la pollution, les espèces menacées. Bon, il y a le patrimoine là-dedans. Au Québec, le modèle de développement, selon l'Assemblée nationale, parle de protection du patrimoine. Il faut honorer les gens qui ont eu le courage de placer ça. Ça ne s'est pas fait tout seul, d'avoir un peu d'imagination. Là, il y a beaucoup d'efforts, puis l'inertie des systèmes est très forte pour perpétuer des modèles classiques dans le développement durable, bon, et tout ça. Mais ici, il y a quelque chose d'unique, et ça vaudrait peut-être la peine d'y penser à l'échelle du plan de développement de Montréal. L'article dans la loi au Québec, normalement, il devrait se traduire par un rapport du vérificateur général qui parle de la façon dont le Québec avance dans son action pour mettre en œuvre ce principe-là. Il ne le fait pas parce que le développement durable est monopolisé par certaines cohortes classiques, les grandes légions d'une mise à jour de notre modèle de développement qui sont tout à fait légitimes, mais le modèle culturel pourrait être basé, puis il y a eu beaucoup d'efforts de ce côté-là. Quelques défis qu'on a, parce qu'il nous en reste. Vous savez, Gérard Baudet dirait qu'on devrait arrêter de parler de défis puis admettre que ce sont des problèmes, mais je pense que dans notre cas, c'est encore des défis. Qu'est-ce qu'on va faire de notre patrimoine institutionnel, notre patrimoine industriel? Vous savez, les églises, là, celle-ci, que vous connaissez bien, là, au centre-ville, mais enfin, il y a 600 lieux de culte, on dit à Montréal. À Paris, on dit qu'il y en a 100. Est-ce que Paris est plus petit que Montréal? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a des réflexions à faire, mais défis amènent une solution. Montréal, le Concordia Salus a opéré, les catholiques, les protestants et les juifs se sont réunis. Il y a eu l'invention d'une fondation qui est devenue un conseil du patrimoine religieux. C'est un modèle à l'échelle du Québec avec un contact entre les propriétaires, les éléments de la société civile et les autorités publiques. Ça a quand même généré un programme de l'ordre de 300-350 millions d'investissements publics et privés pour restaurer ce patrimoine. Maintenant, le défi, c'est qu'est-ce qu'on va faire après l'avoir restauré. Très Saint-Nom de Jésus est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Il y a quelques années, on parlait de fermer Saint-Jean-Baptiste. Alors, imaginez-vous, les défis sont grands, puis ce n'est pas juste la présence du clocher dans le paysage. Des fois, c'est des œuvres d'art à l'intérieur, les orgues. Ce sont des espaces civiques et artistiques aussi, et il y a un grand défi. Patrimoine industriel, c'est aussi une démarcation. Il y a une métropole, ce n'est pas juste du résidentiel, puis on parle de pôle d'emploi. Bien, toutes ces fonctions qu'on veut voir se développer à l'avenir, elles ont aussi un patrimoine qui leur a été propre. Et que dire de nos merveilleux endroits comme le jardin des Hospitalières à l'Hôtel-Dieu? En faire un parc, ce serait comme transformer un parchemin en post-it. En quelque part, il faut trouver une façon de garder la magie de cet endroit-là en permettant à plus de personnes d'en profiter. Mais l'avenir, comment est-ce qu'il est planifié? L'Hôtel-Dieu va déménager en 2016. Il n'y a pas de plan de succession. C'est quand même invraisemblable parce que ces institutions, ça fait des années qu'on sait qu'ils vont être vidés et de leur fonction première, comment est-ce qu'ils vont être reconvertis. Ça interroge beaucoup la société. Puis,
je ne veux pas ici faire le mémoire d'Héritage Montréal sur le projet de plan de développement, mais il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être entrées dans le plan de développement, mais d'une façon organisée, avec des livrables. Ça fait des années que les politiques de la ville, le plan d'urbanisme et tout ça, parlent d'une stratégie à développer pour le domaine institutionnel, pour le patrimoine religieux, pour les communautés religieuses. C'est très bien de le promettre. Ce serait beaucoup mieux de le livrer puis de le transformer en action. Donc ça, vous savez, les plans d'urbanisme, les politiques, on les lit. Alors, si on écrit des choses dedans, on veut peut-être s'attendre à ce qu'elles se traduisent. Pour terminer, quelques mots sur les notions de réconciliation. On associe beaucoup ça à Mandela et la renaissance de l'Afrique du Sud, mais dans notre esprit de Concordia Salus, peut-être quelques réconciliations qui seraient utiles. En voyant que ce sont des écosystèmes à réconcilier. L'écosystème du pouvoir, l'écosystème du savoir, l'écosystème du devoir. Peu de documents établissent des devoirs, les lois au premier chef. Aussi, réconcilier les questions d'attente et les questions de valeur. Beaucoup de gens demandent combien proposent et combien sont prêts à écouter les propositions. C'est une chaîne aussi qui sera nécessaire de placer. La réconciliation entre l'histoire, la géographie et la société. On a un site merveilleux dont on parle trop peu. C'est un archipel, il y a de la topographie, il y a de l'eau, c'est extraordinaire. Et j'ai parlé à M. Molson pour lui dire que j'anticipais de donner au mot, à l'expression « res publica » une valeur civique, parce que ce n'est pas vrai que c'est juste le nom d'une compagnie. La chose publique a besoin d'être valorisée. Res publica, c'est du latin. Civicas, c'est la notion de citoyenneté qui découle des villes. Ce n'est pas une notion de grande civilisation, mais le génie du lieu aussi. Puis la notion d'amener les acteurs du développement public, privé, académique, associatif et les médias dans une formule pérenne là, qui travaille à développer, à apprendre ensemble à développer Montréal, c'est une chose. Aussi la réconciliation des formes de patrimoine, le construit, comme le paysager, qui est le paysage de la cité. Là, c'est le bâti, c'est les vues sur la montagne ou sur les clochers ou sur les cheminées ou sur le fleuve. Le paysager, c'est pas juste le type canton de l'Est. Charlevoix, c'est comment le tissu de la ville a une personnalité propre, dépendant des quartiers. Le mémoriel qui touche autant à la toponymie qu'aux intangibles puis aux habitudes, l'archéologique et le naturel. Arrêtons de séparer le naturel de l'identitaire, c'est un peu dommage. Des processus, l'implication des gens. Puis ici, quelques gestes. Vous voyez la pinte de lait que nous avons à Héritage Montréal avec nos partenaires privés. Puis on a même les propriétaires aussi qui étaient en Allemagne. Il a fallu les embarquer. On a dit, on ne va pas attendre que la Coupe Stanley revienne à Montréal. On va repeindre la pinte. Ça va être au moins ça de gagner. Ça a été très bien reçu, je pense. Mais évidemment, on ne peut pas tout résoudre avec ça, mais ça nous aide à élever le regard collectivement vers les choses qui nous projettent un petit peu dans l'avenir, plutôt que de se lamenter sur le phénomène de corrosion. Puis à côté, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des jeunes artistes qui ont été invités dans un site du patrimoine mondial, des écoles d'art, à intervenir sur l'eau. Comment est-ce qu'on peut sortir l'art des espaces culturels à billetterie puis d'en faire des éléments du paysage? À Stockholm, l'eau est une galerie à ciel ouvert. On est une île. Peut-être qu'il y a des choses. Sur le canal de la Chine, il y a des artistes qui avaient fait des choses formidables. Puis ça crée un dialogue qui était tellement inspirant. Des conditions de succès, il y a des mots là-dessus, vous les verrez. Il y a des mots en T comme citoyenneté. Il y a des mots en ans comme transparence et alliance et intelligence. Puis aussi des notions de propriété. Il faudra résoudre la question de la propriété publique ou privée. Il faudra travailler là-dessus. Il y a des chantiers à ouvrir pour résoudre ça, mais pas dans le prochain millénaire, mais à court terme, parce qu'il y a une énorme parc immobilier public qui va être versé dans le public, sur un marché insolite. Et peut-être pour terminer, cette image d'un petit pavillon de parc où le tango se danse à l'occasion. Vous savez, le tango, c'est du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça se passe dans un quartier. Alors, le lien entre le local et l'international, on peut l'avoir aussi à cette échelle. Ça n'a pas besoin de s'incarner à travers un gratte-ciel ou deux. Et puis, c'est aussi la question du sens des lieux dans la communauté. Alors, c'est un lien avec le patrimoine, Madame la Présidente. Pas trop tard, j'espère. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Boumbarou. On va attendre maintenant M. Clément Demers. Clément Demers est directeur général du quartier international de Montréal, entre autres, et professeur à la faculté d'aménagement. Je me trompe pas? Exactement, oui. À la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal et lui aussi très engagé dans la cité. Alors, Clément Demers va nous parler du patrimoine comme levier de redressement d'un quartier. Alors, c'est à mon tour de vous remercier de m'avoir invité à faire cette présentation.
Alors, je vais essayer de compléter ce qu'a dit Dinou, sans remonter nécessairement à 180 années en arrière. Je vais quand même, remonter à 40 ans, parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les 40 dernières années. Je vois qu'il y a de l'image ici, mais qu'il n'y en a pas sur... Alors, je pense que le technicien va venir nous aider. Alors, ma présentation va être en 4 parties. D'abord, faire référence aux leçons du passé, parler de quelques succès qui sont des succès qui sont prometteurs pour l'avenir, puis qui devraient d'ailleurs être poursuivis. De rappeler aussi que le patrimoine, c'est encore fragile, et c'est peut-être, dans certaines circonstances, plus fragile que jamais. Et finalement, de rappeler de l'importance de créer des conditions favorables, évidemment, à la conservation et la mise en valeur du patrimoine. D'abord, les leçons du passé. Pourquoi? C'est parce que, effectivement, l'histoire nous apprend beaucoup de choses sur ce qu'on a réalisé, les erreurs aussi qu'on a pu commettre. Et dans les dernières 40 années, il s'est passé énormément de choses en matière de protection et mise en valeur du patrimoine. Ça va permettre d'ailleurs à notre commissaire Alain Duhamel de se souvenir de son rôle de pionnier au devoir, parce que peu de médias aussi s'intéressaient parfois à cette question-là. Alors, il y a 40 ans, pratiquement exactement, c'était la démolition de la maison Van Horn, et c'était quand même, moi j'aime cette phrase, une destruction fondatrice là, de Martin Drouin, parce qu'effectivement, par une démolition, on a finalement mobilisé les citoyens de Montréal pour leur faire comprendre, évidemment, toute la fragilité de notre patrimoine. Et pourquoi cette fragilité? C'est parce que, finalement, les années 60 et le début des années 70, c'est aussi un boom immobilier sans précédent à Montréal, un besoin de modernité important. Bien, on connaît tous, évidemment, l'ampleur du projet de la place Ville-Marie, mais il faut se rappeler que dans les années 60, on construisait au centre-ville de Montréal seulement 100 000 mètres carrés de bureaux, c'est-à-dire 1 million de pieds carrés, ce qui est énorme. Dans les années 70, 80 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on ne fait pas ça en 10 ans au centre-ville de Montréal pratiquement. Alors, c'est juste pour vous dire, c'est-à-dire l'importance du développement immobilier. Et tout ce qui disparaissait, c'était des bâtiments de classe B, des bâtiments de bureaux qui étaient abandonnés. Et évidemment, cette volonté de modernité, ce que les promoteurs recherchaient, c'était les meilleures adresses, c'est-à-dire les rues les plus célèbres, comme la rue Sherbrooke, qui était célèbre même à travers le monde, les places publiques. Alors finalement, c'est notre meilleur patrimoine qui était en danger à cette époque-là. Et bon, ici, on voit que la valeur de remplacement n'est peut-être pas si mauvaise que ça, mais dans d'autres cas, les valeurs de remplacement, c'est-à-dire ce qui a été reconstruit à la place des bâtiments qui ont été démolis, c'était souvent assez désespérant. Alors évidemment, il y a eu, je m'excuse, il y a eu cette prise de conscience qui a été assez importante pour moi, parce que moi, je suis arrivé à la Ville de Montréal le 13 juillet 1973. Alors, quelques jours plus tard, il y avait la crise de la maison Van Horn. Et en plus de ça, parmi les très honorables personnes qui étaient mentionnées, comme M. Chrétien, M. Drapeau, il y avait François Cloutier, qui était mon oncle. Alors, ça faisait je me sentais doublement concerné. Alors, beaucoup d'ensembles patrimoniaux importants. Ici, on voit le boulevard René-Lévesque, donc la construction de cette tour, et là, on peut convenir tout le monde, je pense, qu'on ne parle pas d'une valeur de remplacement sur le plan architectural très intéressante. Cette tour a détruit 3 ensembles, c'est-à-dire l'ensemble du boulevard René-Lévesque, l'ensemble de la rue Saint-Mathieu, et a profondément affecté l'arrondissement, c'est-à-dire l'environnement immédiat de la maison des Sœurs Grises. Et cette volonté de remplacer le bâti existant se faisait avec parfois une certaine sauvagerie, parce qu'il y avait bien des démolitions qui n'étaient pas autorisées, et pour amener évidemment la ville à accepter qu'on reconstruise du neuf partout où il y avait de l'ancien considéré comme étant vétuste. Et ça s'est passé dans plusieurs quartiers de Montréal. On voit ici à Outremont, c'était une démolition éclair. La photo a été prise le matin et l'autre photo a été prise l'après-midi. Alors, pour faire disparaître 2 maisons en l'espace de quelques heures, et
réussir à enlever les matériaux, c'est quand même, c'est pas un record Guinness, mais pas loin. Et c'est quand même 2 maisons néoclassiques qui étaient assez uniques à Montréal, et c'était celle du fondateur et du premier éditeur de la presse. Donc aussi, au niveau de l'histoire de Montréal, c'était des maisons importantes. Alors, évidemment, il y a eu aussi toute cette volonté de rendre accessibles les quartiers anciens, et ça, il ne faut pas rester indifférent à ça. On voit à gauche, on fait référence à un immeuble qui a été remplacé. D'ailleurs, je pense l'expression qui est utilisée, c'est pave over. Alors, on l'a fait disparaître et on a pavé le site pour pouvoir donner accessibilité à un magasin d'électronique juste à côté. Et pourtant, dans le même encart publicitaire, on faisait aussi référence à l'accessibilité par métro. Donc, l'accessibilité par transport en commun restait valable, mais pour pour donner une valeur économique aux bâtiments du Vieux-Montréal, il a fallu que des bâtiments soient sacrifiés pour faire place à des stationnements de surface. Et aujourd'hui, il faut se poser la question, quand tous ces stationnements de surface auront disparu, est-ce que le Vieux-Montréal ou est-ce que certains quartiers anciens vont être encore viables économiquement si le seul accès qu'on laisse disponible est l'accès par transport en commun? Je pense qu'il y a un équilibre à rechercher. Et vous savez que juste dans la ville de Lyon, il y a plus de places de stationnement sous des places publiques et sous des emprises publiques que le nombre de places de stationnement extérieures sur rue gérées par Stationnement de Montréal. Alors, je pense qu'on est terriblement aussi en retard en termes d'accessibilité pour assurer, dans les quartiers anciens, le maintien, évidemment, des bâtiments existants et leur capacité de rester compétitifs dans un marché économique où on sait que quand même l'accessibilité par véhicule automobile est importante. Alors évidemment, toutes ces démolitions et ces reconstructions, d'ailleurs à l'époque, le rapport plancher-terrain autorisé était de 12, même pour l'habitation, a amené évidemment des écarts de densité très importants. On voit ici au coin de Guy et Sherbrooke, vous avez un bâtiment résidentiel avec 2 murs aveugles. Et ça, comme le disait Dinou, il est là pour 70, 80, 100 ans, 150 ans, on ne sait pas. C'est une présence qui sera toujours gênante dans le paysage et qui, pour le milieu environnant, qui est un milieu patrimonial, sera toujours une tâche très, très difficile. C'est ça qui a fait dire à une certaine époque que Montréal avait l'allure d'une ville bombardée. Évidemment, c'est quelque chose qui est difficile, sauf que c'est aussi un potentiel de reconstruction qui est fantastique, dans la mesure où on est capable de reconstruire à l'échelle du bâti existant et aussi dans la mesure où on est capable de construire des bâtiments avec une qualité architecturale qui constitueront, eux, le patrimoine de demain. Alors, c'est sûr que les mesures traditionnelles comme le zonage en nombre d'étages étaient complètement incompétents pour régler le problème d'insertion urbaine. Alors, il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer aussi de combattre toute cette propension à moderniser et à simplifier l'architecture. Ici, les bâtiments que vous voyez, c'était des ensembles de 3 bâtiments qui étaient de même facture, de même architecture. Et évidemment, pour des questions d'entretien, des questions de modernité, c'est sûr que le bâtiment en briques blanches, dans les années 70, il était plus attrayant que le bâtiment en pierre, parce qu'il était plus neuf, soi-disant, juste parce que sa façade avait été remplacée. Il y a eu aussi le goût du rustique, hein. Vous savez qu'à cette époque-là, le prix des barattes à beurre et le prix des rouets ont atteint un sommet. Et il y avait même des copies qui se faisaient. Je vous défie d'en trouver aujourd'hui sur le marché, je pense qu'il n'en existe plus. Et donc, il y avait cette tendance au vernaculaire, donc ce qui était ancien, mais qui était en pierre, ou même le patrimoine industriel n'était pas du tout valorisé. Ce qui était valorisé, c'était la pierre des champs, on voit même de la fausse pierre, des fois sur de la vraie pierre, et la simplification aussi du détail. Donc, il y avait comme 2 extrêmes. Alors, pour ça, il y a eu ce que la Ville a fait à l'époque, dans les années 70, c'est comment conserver un patrimoine, comment conserver des ensembles architecturaux comme celui qu'on peut voir ici en élévation, et comment arriver à éviter que le zonage permissif, parce que le zonage permissif, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il favorise la dégradation du milieu. Il incite les gens à abandonner leur immeuble qui finissent par être incendiés, parce qu'il favorise la dégradation et la sous-valorisation du milieu. Évidemment, les gens font n'importe quelle transformation. Ils attendent, ils spéculent, ils font des terrains vacants.
et ils construisent des tours. Ils vont construire des tours plus ou moins grandes, dépendamment de leur capacité de remembrer le terrain. Si on fait un zonage permissif sans avoir la capacité de négocier avec ceux qui construisent, on n'a pas nécessairement des insertions de très bonne qualité non plus, d'où l'importance d'essayer de faire un zonage de protection qui incite à maintenir le bâti existant, puis qui incite aussi à reconstruire dans l'esprit, mais de façon contemporaine, mais tout en respectant évidemment l'esprit, l'architecture, les matériaux, le rythme des ouvertures pour au moins avoir une continuité architecturale, c'est-à-dire recréer ou assurer la continuité du tissu urbain en maintenant à la fois l'échelle humaine et une qualité architecturale. Alors, c'est dans cet esprit que, dans les années 70, il y a une série de règlements de zonage qui ont été faits et qui ont permis de protéger, qui ont permis d'éviter le pire. Alors, c'est pour ça qu'on a arrêté de voir des tours d'habitation avec des murs aveugles. Il y a eu un grand ralentissement au niveau des démolitions. Et on parle ici, entre 1974 et 1978, d'à peu près 1000 hectares. Ça touche à la fois le centre-ville, les secteurs ouest, est du centre-ville, le plateau Mont-Royal. 1000 hectares de terrains qui ont été protégés par un zonage à la hauteur du bâti existant. C'est que si on fait un zonage à l'échelle et à la hauteur du bâti existant, on crée une propension à conserver le bâti existant. Si on fait un zonage qui permet plus que le bâti existant, on crée une condition défavorable au bâti existant. Et donc, c'était cette volonté de protéger les ensembles patrimoniaux. Déjà, le règlement du flanc sud, qu'on appelle le règlement 3722 dans les années 68, avait tenté de le faire, mais il y avait des zones qui étaient restées vulnérables. La preuve, évidemment, la démolition de la maison Van Horn. Et après, ça a été la période de faire le rattrapage. Comment arriver à intégrer ces bâtiments hors échelle dans un tissu urbain qui a déjà une échelle plus humaine. Alors, on voit ici un bâtiment qui avait des murs aveugles sur la rue Atwater. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'avec le promoteur, on a négocié pour faire un rattrapage, pour être capable même s'il y avait une hauteur autorisée qui était moindre que celle autorisée avant, lui a permis de faire un certain rattrapage pour diminuer l'effet un peu catastrophique de la tour. Et catastrophique au niveau, évidemment, visuel, mais catastrophique au niveau du vent pour les piétons. Donc, essayer d'arriver avec une approche plus sensible pour réintégrer, évidemment, ce bâti nouveau dans le bâti existant. Et je pense que cette capacité de négocier, de se garder le pouvoir de négocier avec les promoteurs, ça me semble important dans un plan d'urbanisme, parce que si on donne de plein droit à un promoteur de faire tout ce qu'il veut, et si ce plein droit est même supérieur au zonage existant, bien, on n'a aucune capacité de l'influencer, puis on n'a aucune capacité de l'amener à faire une meilleure intégration urbaine. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il y a toute une série de projets qui ont été reconstruits dans les territoires qui avaient été protégés. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est le siège social d'Alcan, qui a permis de conserver des bâtiments patrimoniaux puis qui a permis de faire des immeubles à bureaux à l'échelle, évidemment, du secteur. Donc, toute une série de bâtiments, je vais passer rapidement. C'était la même approche également aussi dans le Vieux-Montréal et dans plusieurs quartiers du centre de la ville et ailleurs. Il y a évidemment des exemples assez remarquables comme le musée de Pointe-à-Calière et des bâtiments résidentiels qui se sont tout à fait de facture contemporaine qui se sont construits dans le Vieux-Montréal. Cette opportunité-là va continuer, évidemment, avec des zones qui ont été passablement dévastées par des démolitions massives. C'est le cas de Radio-Canada, qui offre une opportunité, évidemment, assez fantastique de recréer un tissu urbain à la fois complémentaire pour le quartier et aussi à une échelle qui est plus intéressante, qui est plus humaine. Donc, on peut partir des erreurs assez monumentales qu'on a pu faire, c'est le cas de Radio-Canada, pour recréer, évidemment, des quartiers à l'échelle de la ville, dans la mesure où on a un zonage approprié, puis dans la mesure où on accepte aussi d'inciter les promoteurs à produire une qualité architecturale. Alors, dans quelques autres succès prometteurs, je pense que le redéveloppement du Vieux-Montréal et de ses faubourgs, quand
on fait le bilan, je pense que c'est une très grande réussite. Et pourquoi c'est une grande réussite, la mise en valeur du Vieux-Montréal? C'est parce que la Ville et le ministère de la Culture ont signé une entente qu'on a appelée l'entente McVille, parce qu'à l'époque, c'était seulement le ministère des Affaires culturelles. Maintenant, le nom est un peu trop long, là. Donc, l'entente McVille, qui a permis non seulement de mieux faire connaître le Vieux-Montréal, le patrimoine montréalais, mais qui a créé aussi des incitatifs à la rénovation, à la restauration des bâtiments existants, et qui a amené aussi le domaine public à être aménagé, comme la plage Jacques-Cartier. Donc, il y a une volonté d'investir dans le domaine public, il y a une volonté d'encourager le privé à rénover, et il y a une volonté aussi de faire des projets conjoints avec le public et le privé, comme l'a été, par exemple, le Centre de commerce mondial, qui a été réalisé conjointement par des sociétés paramunicipales et par la Ville de Montréal. Donc, des opérations conjointes, un peu comme en parlait Dinout, donc de travailler avec le privé, mais en incitant le privé, évidemment, à poser des gestes qui créent de la valeur pour l'ensemble d'une communauté. Le plan d'urbanisme et la politique du patrimoine, et particulièrement la version 2004, je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments très intéressants au niveau de la volonté d'avoir une qualité architecturale pour les bâtiments nouveaux. L'opération patrimoine architectural de Montréal est aussi, je pense, quelque chose qui est assez exceptionnel, peut-être même unique au monde, et qui a permis de sensibiliser à la fois les promoteurs, les propriétaires, les citoyens à l'importance d'intervenir de façon correcte sur les bâtiments existants. Et je dirais que les objectifs du plan de développement que la Ville vient de déposer sont aussi des objectifs qui sont extrêmement louables par rapport à la mise en valeur du patrimoine. Mais si on regarde tous les projets qui s'annoncent et qu'on a vus récemment, c'est là que j'ai peur de revivre un peu ce qu'on a vécu dans les années 60. Dans les années 60, c'était un boom immobilier pour des fins de bureau. C'était à la fois, évidemment, un nouveau produit qui répond à un marché qui est en croissance. Alors, le nouveau produit des années 60, c'était les immeubles classe A, c'est-à-dire des immeubles avec stationnement intérieur, avec ascenseur rapide, avec des distances entre les colonnes assez grandes pour permettre donc des aménagements de bureaux plus efficaces, des ratios d'espace net utilisable par rapport à des superficies brutes qui allaient de 80 à 85 %. Alors, ça, évidemment, ça déclassait complètement les immeubles plus anciens qu'on considère de classe B, qui étaient des immeubles à bureaux. Et ça a amené tous ces immeubles-là à vivre dans une période extrêmement difficile. Certains ont été démolis parce qu'ils étaient hors marché. Et là, actuellement, avec cette vague de condos qu'on voit pousser à droite et à gauche, ce sont des nouveaux produits, des unités plus petites, avec énormément de lumière. Les fenestrations sont très, très grandes, des édifices qui sont faciles d'entretien. Alors, comment le marché des bâtiments patrimoniaux peut compétitionner, évidemment, parce que forcément, les fenêtres sont plus petites, il y a des contraintes, l'efficacité des espaces à l'intérieur, toujours un petit peu plus d'espace perdu. Donc, comment le bâti existant peut compétitionner avec ce marché qui est nouveau? Surtout qu'à l'époque, dans les années 60, dans bien des cas, on pouvait dire rénover, c'est pas plus cher que construire. Aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre est tel que rénover, c'est dans la plupart des cas beaucoup plus cher que de reconstruire à neuf. Donc, dans ce contexte-là, il faut faire encore plus attention au zonage. Il faut très faire attention de ne pas donner plus de potentiel que le bâti existant. On devrait même en donner peut-être un peu moins au cas où, et se donner la capacité même d'aider le bâti existant, c'est-à-dire recréer des programmes de subvention ou d'aide pour permettre de restaurer ou de rénover des bâtiments existants. C'est dans cette question aussi qui touche le centre-ville. Bon, on voit apparaître beaucoup de tours d'habitation. On ne voit presque pas apparaître d'espace à bureaux. Il faut faire attention aussi de peut-être se réserver des espaces pour construire des bureaux, parce que si un jour il y a une certaine reprise à Montréal dans l'espace à bureaux, la dernière chose qu'on veut, c'est que ces espaces à bureaux s'installent en banlieue. Toute la notion de centralité
pour un centre-ville comme Montréal ou pour certains quartiers, c'est fondamental. Alors, on a fait les mêmes erreurs avec les écoles dans les années 70-80, parce que les écoles étaient abandonnées dans les quartiers. Bien, on a transformé les écoles en coopératives et en condos. Puis aujourd'hui, on ramène des gens dans les quartiers et là, on cherche des endroits pour mettre les écoles. Alors, je pense qu'il faut se poser des questions en termes de planification. C'est comment on arrive, évidemment, à prévoir ces changements de marché et comment on arrive, dans ces changements de marché, à maintenir les activités qui sont nécessaires au fonctionnement d'un quartier, tout en assurant aussi la question de la mixité sociale est une question importante. Il se fait de moins en moins, évidemment, de projets pour des clientèles moins aisées. Et la dernière chose qu'on voudrait, c'est que certains quartiers soient réservés à une classe sociale et qu'elle exclue par le fait même d'autres groupes. Donc, je pense qu'on doit faire un regard sur ce qu'on a vécu, comment on a réussi à battre certaines tendances qui rendaient le patrimoine vulnérable. Il y a des succès, il faut continuer à développer ces succès-là, mais le patrimoine est encore fragile et il faut plus que jamais créer des conditions favorables pour maintenir ce patrimoine-là et surtout assurer sa mise en valeur. Je vous remercie. Merci, M. Demers. Est-ce que je vous empêchais de parler du dernier élément, l'importance de créer des conditions favorables? Bon, d'accord. Bon, alors donc, on a une vingtaine de minutes qui est disponible pour poser des questions à nos panélistes. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'avancer, veulent briser la glace? Alors, pendant que vous allez y penser 2 minutes, je vais passer la parole à Irène Saint-Mars, qui avait justement une question. Madame, voulez-vous donner un peu de son en arrière? De son. Ça va? Oui, bon, oui. Merci beaucoup. Merci, messieurs Boumbarou et Demers, pour votre éclairage. Je vais essayer de poser une question qui peut-être vous concerne tous les deux. Alors, vous répondrez dans l'ordre qui vous convient. Dis-nous, vous avez parlé de la réconciliation qui est à faire entre l'actif culturel et la création culturelle. J'ai bien aimé cette façon d'aborder le sujet, la question de la réconciliation. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le PDM, parmi les atouts, la liste des atouts sur lesquels Montréal peut tabler pour se développer, il n'y a aucunement mention du patrimoine. Le mot n'est même pas là dans la liste. Alors moi, je me questionne sur comment, dans un plan de développement, on devrait inciter ou rappeler que la réconciliation, est important et de quelle manière le faire. Monsieur Demers a fait valoir qu'il y a quelques années, on a introduit, par exemple, la notion de zonage de protection, puis vous avez cité une série d'exemples concrets de ce que ça représentait. On a parmi les instruments d'urbanisme les fameux PIA qui permettent de prendre en compte l'insertion des bâtiments dans des ensembles, l'insertion des bâtiments patrimoniaux dans les ensembles. Mais au niveau d'une vision stratégique pour l'avenir, de quelle manière on peut mieux inciter, en tout cas, c'est ça, les planificateurs à tenir compte de ces préoccupations-là. Et est-ce qu'on doit leur demander de le faire au cas par cas ou de manière plus durable sur le plan, par exemple, des partenariats à établir? Alors, je sais que ma question est un peu vaste, là, mais ce sont les ordres de préoccupation que j'ai en ce moment. Alors, lequel des deux commence? On s'est entendu, c'est par ordre alphabétique. C'est ça, on ne va pas sortir faire un caucus à chaque fois pour voir comment est-ce qu'on s'entend pour répondre. Sur la question de la réconciliation, c'est vrai qu'on a fait une petite recherche de mots aussi dans le document. Hein. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, mais vous savez, ce qui nous anime, c'est qu'avant de faire, il faut être. Et le patrimoine, ça fait partie du être. Et je pense qu'on devrait arrêter de être ou ne pas être Montréal, là, soyons Montréal, puis on continue à partir de là. Et on se rend compte qu'une des choses, par exemple,
il y a une consultation il y a quelque temps sur les quartiers culturels, qui est une notion très inspirante pour un peu réconcilier aussi le centre et la périphérie, parce que ce n'est pas juste sur les questions que j'ai avancées, il y a des exercices de réconciliation positive à faire. Vous savez, ce n'est pas juste de s'affliger, il faut se rendre compte que c'est des ponts à bâtir, puis il n'y a pas juste le pont Champlain qui doit être un succès d'architecture et tout ça, de paysage, mais la notion de quartier culturel était souvent définie, ou des notions comme ça, on se dit, est-ce qu'on pourrait prendre la liste des principes ou des critères qui le définissent, et est-ce qu'on pourrait appliquer ça au 10-30, puis on se rendrait compte que ça fonctionne? Et c'est peut-être là qu'il y a des notions supplémentaires à ajouter. La notion d'identité, la notion d'authenticité, ce sont des facteurs aussi qui mériteraient d'être pris en compte. Et, ça ne veut pas dire qu'il faut étamper le mot patrimoine partout. Des fois, on s'intéresse, vous savez, la déclaration du colloque, de la rencontre, le congrès de Hangzhou en Chine, là, j'ai mentionné les résultats. On ne s'est pas attendu, on aurait pu négocier dans les corridors pour avoir le mot patrimoine à tous les endroits stratégiques. Non, on s'est arrangé pour que la culture avance et que la définition de la culture soit une définition riche et non pas sectorielle, non pas tributaire des programmes, puis des clans, puis des tribus qui s'organisent autour de certains termes. Et ça donne beaucoup plus de force aux choses. Moi, je pense qu'il y a une notion d'urbanité peut-être qui devrait se dégager de ce plan de développement, qui serait un principe moteur, plutôt que de s'entendre uniquement sur la réconciliation. Pourquoi on ne se donne pas un but qui est un but intégrateur? Alors, c'est peut-être là-dessus que moi, j'inviterais la réflexion à se poursuivre. C'est sûr, ça demande un document qui a une certaine culture de Montréal. On est capable d'alimenter un plan avec beaucoup d'images, mais les images, c'est pas... ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des graines de sésame de chez Fairmount là-dedans, là, mais il y a des éléments peut-être qui mériteraient d'être enrichis et que l'être montréalais soit aussi présent là-dedans pour un peu être la pierre d'assise. Il y a quelques années, enfin, on a eu, vous savez, au fédéral, parlons du fédéral, certains n'aiment pas en parler, mais enfin, nous, ça ne nous fait pas peur, on est Montréalais après tout. On est pogné entre deux capitales. Et donc, il y a quelques années, en 1990, il y a une rencontre qui a été convoquée à Edmonton des acteurs du secteur du patrimoine. Le fédéral avait fait l'évaluation de ces programmes. Il y avait 138 programmes qui touchaient au patrimoine, qui étaient dispersés dans une constellation de ministères et d'agences. Et il avait réuni pendant une journée et demie. Nous, on était surtout curieux d'aller voir le West Edmonton Mall, évidemment, mais... et il n'y avait pas de pont à traverser. Mais ce qui avait été proposé, en fait, ça a été intéressant comme discussion parce que ça permet au peuple assemblé de réaliser la machine gouvernementale dans sa complexité. Puis c'est un grand défi, là, un plan comme ça, sur une machine comme la Ville de Montréal, c'est complexe. Puis on salue les gens qui essayent de se relever les manches pour embarquer dedans. Mais ce que ça a donné, c'est le ministère du patrimoine canadien. Et le modèle qu'on avait avancé, il y avait plusieurs gens de Montréal qui étaient là, puis on a avancé de manière concertée en s'inspirant de Camille Lorrain. Imaginez comment on a eu du fun à Edmonton à présenter le modèle du Québec. Camille Lorrain, comment est-ce qu'on pouvait amener la langue française à un niveau beaucoup plus puissant de concordance et d'harmonie dans l'appareil du Québec. Puis ça a inspiré les gens, puis le ministère du patrimoine est né de là. Mais il a fallu par la suite sauver le patrimoine du ministère, et c'est Paul Martin qui a envoyé ça à Environnement Canada parce que les mots étaient plus communs. On parlait de conservation, d'enrichissement, alors qu'ils avaient mis dans le ministère du patrimoine canadien des gigantesques structures comme Radio-Canada, le secrétariat de je ne sais pas quoi, le sport et n'importe quoi. Alors, des fois, peut-être, ça vaut la peine de réfléchir sur ces expériences de modèles de gouvernance à l'échelle nationale, parce que Montréal, avec sa complexité, c'est presque un pays. D'ailleurs, une république, ce serait mieux comme terme pour notre belle ville. Monsieur Demers, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, oui, c'est peut-être pas mentionné, mais des fois, il y a des évidences qui se traduisent en oubli pour des gens. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là dans la volonté des auteurs, mais toute la question de l'insertion, comment amener une insertion de meilleure qualité et comment sensibiliser les promoteurs, c'est une question qui est toujours à la fois complexe et délicate. D'abord, je pense que il faut avoir l'opportunité de s'asseoir avec un promoteur. C'est la meilleure façon de le faire. Nous, quand on a fait le quartier international, au début, on a rencontré chacun des riverains qui avaient des projets potentiels.
On l'a fait comme organisme sans but lucratif. On a dit, écoutez, on va faire un projet, on veut faire un projet assez remarquable au niveau du domaine public et on voudrait savoir ce que vous allez faire comme projet. Puis on a discuté avec eux pour voir comment il y avait un moyen d'avoir une meilleure relation avec la rue, avoir les activités commerciales les plus intéressantes, les plus stimulantes pour que ce soit une expérience inspirante pour le piéton. Et tout ça, ça se fait, ça prend du temps, mais c'est mieux si le promoteur, il se sent un peu forcé de le faire. S'il peut aller au comptoir pour chercher un permis, là, puis dire, moi, je prends le permis, puis ça se termine là, ça va être quoi sa propension à aller s'asseoir avec quelqu'un? C'est aussi, ça prend un sens de l'éthique, évidemment, quand on fait ce genre de négociation-là, parce que la bonification d'un projet, c'est quelque chose qui se négocie, donc ça prend beaucoup d'éthique. Puis ça prend aussi un sens pratique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est un promoteur, qui doit faire un projet, qui doit être rentable, on ne peut pas lui demander quelque chose qui est déraisonnable, qui va faire que son projet ne sera pas viable. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place aussi de celui qui construit, puis qui veut réaliser un projet, puis qui veut que son projet fonctionne. Alors, il veut rester dans le marché, puis il veut rester dans ses coûts. Alors, je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour le faire, et avec des gens qui ont à la fois une expérience pratique, qui ont un grand sens de l'éthique, et qui sont capables d'accompagner les promoteurs pour faire de meilleurs projets, parce que dans le fond, c'est tout le monde qui est gagnant dans ce genre d'opération-là, parce que le promoteur va être lui-même gagnant parce que son projet va être mieux intégré, ça va être une plus grande réussite. Les voisins sont plus satisfaits, ça va améliorer l'ensemble de la rue, l'ensemble du secteur, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc il y a à la fois de l'incitatif, mais sans que ça soit du coercitif, il faut que les gens soient fortement encouragés à s'asseoir pour accepter de recevoir certains conseils constructifs. Un peu dans la même veine, si vous permettez, M. Raysack, si on suit votre raisonnement, on a l'impression qu'on est dans l'ordre du processus, au fond, à mettre en place pour qu'il puisse y avoir des bons échanges, des bons contacts, et puis que les experts puissent aider ceux qui vont avoir des reconstructions à faire. Est-ce qu'il y a une partie normative ou est-ce qu'il y a une contrepartie norme? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? En fait, vous avez parlé du zonage tantôt. Vous avez parlé comment vous avez dit ça? Donc, de reconstruire à l'échelle de l'existant, si on voulait maintenir les ensembles. Donc, est-ce qu'il vous apparaît y avoir des progrès à faire du côté de l'encadrement qui permettrait d'assurer jusqu'à un certain point une bonne protection des ensembles ou une reconstruction qui soit valable? D'abord, la première chose que j'ai mentionnée, c'est de ne pas créer des conditions qui seraient défavorables à l'existant. Alors, c'est sûr que quand on donne plus de potentiel sur un terrain à l'existant, tout de suite, on condamne en partie l'existant. Donc ça, c'est assez évident, là. Ensuite, si on donne, par exemple, toute la question des surhauteurs. Dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour éviter d'avoir à trop gérer la question des surhauteurs, on a dit on va faire un règlement omnibus qui va permettre... quand on fait ça, on s'enlève une possibilité d'améliorer bien des projets. C'est ça que... Je vous donne un exemple concret, là. D'ailleurs, ce règlement-là, j'ai essayé de le comprendre. C'était tellement complexe que je ne suis pas sûr que j'aurais eu l'énergie de comprendre tous les tenants et aboutissants. Et je pense que c'est un élément qui est assez fondamental. Il m'apparaît plus important d'avoir de la souplesse que des normes. Parce que si vous faites des normes, quelqu'un qui est très créatif, parce que les normes, ça empêche le pire. Et si on veut à la fois concilier l'actif culturel et la créativité culturelle, c'est sûr que la créativité rentre parfois mal dans les normes. Alors, quelqu'un peut faire un bâtiment d'insertion contemporaine très, très, très audacieux. Je fais référence ici au bâtiment de Dananganou pour Pointe-à-Calière. C'est sûr qu'il respecte les normes d'alignement zéro, comme les bâtiments du secteur. C'est sûr qu'il est à la hauteur des bâtiments du secteur. C'est sûr qu'il est en pierre, comme les bâtiments du secteur, mais le vocabulaire a strictement rien à voir avec le vocabulaire de l'époque. Il n'a pas essayé d'aligner les fenêtres. Et si on avait mis dans des normes d'insertion, il faut que les fenêtres soient alignées.
bien, le bâtiment de Nananganou, ce ne serait pas un des bâtiments d'insertion les plus remarquables à Montréal. Est-ce qu'on Donc, évite le pire avec nos bien, cadres? ça prend des normes pour éviter le pire, mais je pense que ce qu'il faut, c'est pas seulement éviter le pire. Se contenter de dire, ben, la ville se développe et on évite le pire, je pense que personne ne serait fier d'éviter le pire. Ce qu'on veut, c'est que la ville se développe et que chaque projet constitue une valeur ajoutée. Alors, il faut valoriser le travail des architectes, il faut valoriser, je pense qu'on devrait valoriser les réalisations architecturales récentes qui sont intéressantes. On devrait valoriser le patrimoine récent. Vous savez qu'en Europe, à cause des normes énergétiques, ils vont démolir des tours qui ont été construites dans les années 70 là, à la Défense, parce qu'aujourd'hui, les normes d'efficacité de plancher, d'efficacité énergétique font que même des bâtiments qui ont une cinquantaine d'années, c'est très, très difficile de les rendre au niveau de la distribution des espaces aussi efficace. La place Ville-Marie n'est pas un immeuble, au niveau de sa superficie de plancher, n'est pas un immeuble particulièrement efficace. Alors, est-ce qu'un jour, il sera vulnérable? Je ne pense pas, mais je veux dire, il y a des bâtiments de ces époques-là qui pourraient devenir vulnérables. Donc, il faut valoriser toutes les bonnes réalisations, parce que c'est ça qui constitue le patrimoine de demain, puis c'est ça qui constitue une expérience pour le citoyen, une expérience intéressante, puis une expérience pour le visiteur. C'est ça qui nous différencie d'une ville qui est anonyme parce que son bâti n'a aucune particularité, aucune personnalité. En fait, c'est la recherche d'authenticité dont parlait Dinou. Si on a des bâtiments intéressants, bien, les gens vont vivre une expérience authentique en marchant et en travaillant à Montréal. Dinou. Bien, rapidement, je peux le dire aussi, c'est qu'on a vu d'ailleurs certaines consultations de l'Office ont révélé, je pense au cas de l'ancien séminaire de philosophie, à quel point la ville et ses mécanismes, dont le rôle d'évaluation, pariaient sur des modes de redéveloppement qui n'étaient pas adéquats considérant de la valeur patrimoniale. Alors, il y a peut-être un peu de ménage à faire là-dedans. Comment ça se fait que, par exemple, les propriétés institutionnelles, souvent, sont évaluées en fonction d'un éventuel potentiel de développement qui n'est pas compatible avec leur valeur identitaire, patrimoniale, d'espace collectif. Alors, il y a vraiment une vérification sensée du système à mettre en œuvre, et cette vérification devrait aussi s'étendre à certains programmes de la rénovation. Quand on parle de développement durable, puis qu'on rend... La première chose à faire, c'est quasiment de jeter le bâtiment à terre pour le reconstruire. On n'est pas dans le durable. Le bâtiment le plus durable, c'est le bâtiment existant. Et à force de subventionner le remplacement des fenêtres, des portes, des toitures, des briques, de l'enveloppe, l'isolation des planchers, tout, bien, peut-être d'une part, on a perdu on a dilapidé notre capital d'artisans et de savoir-faire pour se consacrer sur une industrialisation du patrimoine du bâti. Et on a un peu oublié la notion de bel ouvrage par rapport à celle d'une certaine vision très... je ne peux pas dire bureaucratique, mais presque ça, du développement durable, vous savez, avec des clichés comme des toits verts, des choses comme ça, qui sont très sympathiques en soi, mais qui, appliqués à un bâti existant, créent peut-être une pression qui est antinomique avec la notion de pérennité. Tu sais. D'accord. Monsieur Rayside? Une question peut-être un peu floue. Mais question claire autour d'un sujet flou. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est un peu la question de les zones grises. Ça veut dire qu'autour du patrimoine et de la conservation, surtout les grands sites, que ce soit religieux ou les institutions, et on travaille pas sur les très gros projets, mais les projets d'une certaine complexité et qui nécessairement impliquent toutes sortes de compromis. Puis les exemples que vous avez donnés, il y en a quand même beaucoup de sens de compromis dans ces projets-là. On peut garder une partie, pas une autre partie, mais comment un plan de développement, comment on peut, pas définir, parce que c'est l'antithèse de la définition, vous avez fait allusion un peu dans vos dernières remarques, comment on peut un peu définir les zones grises ou la non définissable dans une évolution du projet, puis dans un compromis de garder certaines choses, mais des fois de faire le sacrifice de d'autres. Tu sais, Un exemple. Mais l'exemple, les grands sites d'églises, parce que nous, on avait recyclé, mais moi comme architecte, j'ai recyclé beaucoup les sites d'églises, beaucoup des couvents, mais pas beaucoup, mais quelques-uns.
Puis on entre dans une ère où on a les centaines, on n'est plus dans les petites églises de quartier, on est dans les mastodontes d'églises, dans les quartiers centraux, on est dans les énormes églises. Et on demande à trouver un usage, d'ailleurs, pour ces églises-là. Et même les autorités municipales puis gouvernementales ne sont pas prêtes à occuper ces églises-là parce que c'est trop cher. Mais ils demandent, incluant les promoteurs sociaux, de trouver les usages. Et c'est juste l'ampleur. On parle des fois les volumes de 4 étages de haut à l'intérieur. C'est quand même... Et des fois, je regarde la masse, ou quand je regarde projet par projet, j'ai dit « ouf ». Et c'est sûr, il y a un projet sur 10 qui fonctionne. Mais le défi devant nous est assez énorme. Quand je regarde les grandes institutions, c'est un peu comme d'échelle. On l'a fait jusqu'à un certain point. On établit une échelle d'importance. Mettons, c'est un peu comme la ligne entre le blanc et le noir. C'est ça toujours le plus fascinant. Même dans les débats politiques, c'est le gris qui est souvent l'intéressant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et je comprends que, mettons, sur la montagne, l'avenir de Royal Vic et Hôtel-Dieu, il y a énormément d'importance, patrimoine, puis la montagne et toutes sortes de choses. Puis il dit, une échelle approche le gris foncé ou le noir, peut-être. Mais il y en a d'autres, il dit, des fois, à la recherche, ce qui est important, c'est qu'au moins une partie vit et que c'est une forme d'animation de quartier. Mais comment on gère là entre les deux? Et vous avez touché un peu quand vous parlez peut-être, pas tout réglementé, mais cette zone de négociation peut-être, c'est ça. En fait, c'est une vraie question parce qu'on ne sait plus quoi faire des fois. Allez. Oui, par ordre alphabétique, toujours. C'est ça. Le gris-grise, n'est-ce pas? Oui, oui. Moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas comment on va placer ça à l'ordre du jour parce qu'on est devant des grands choix à grande échelle. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut accepter de faire des sacrifices et collectivement de faire des paris sur l'avenir? C'est un peu ça aussi qui se pose. Est-ce qu'on est prêt à perdre un clocher dans un quartier, la présence d'un... Et ça s'applique aux vieux arbres qui longent nos ruelles, des choses comme ça qu'on sacrifie pour tout. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution. Puis je ne sais pas comment un document officiel comme un plan de développement peut l'amener. Mais il y a quelques années, on avait fait avec le Conseil du patrimoine religieux, pas la Fondation, un examen de comment le patrimoine religieux était traité dans une douzaine de métropoles. Parce que c'est pas vrai qu'on est dans un petit village, on est dans une métropole. Il y a des pressions, il y a des échelles de turbulences qui sont... c'est différent, la Saskatchewan et l'Himalaya, par exemple, au niveau du climat. Alors, donc, on a regardé ça. Puis un exemple qui essayait d'aborder ça, c'est par exemple en Angleterre où on a une stratégie pour administrer ce qu'ils appellent les redundant churches, donc les propriétés excédentaires. Alors, il y a une structure nationale, puis ils ont établi un consensus avec une discipline nationale pour embarquer là-dedans. Ils sont aussi dotés de ce qu'on pourrait qualifier d'une fiducie de patience. Alors, c'est des grands outils. Est-ce qu'on attend que le Québec s'embarque là-dedans ou on le fait à l'échelle de Montréal? Est-ce qu'il y a des leçons qui peuvent être tirées, par exemple, de la SYMPA ou de la Société mobilière du Canada, qui sont des structures paragouvernementales qui ont pour mission de prendre le temps de redéployer des propriétés? Je ne sais pas. Mais il y a des pistes à aller chercher de ce côté-là parce que c'est des mécanismes qui mettent en relation, dans le temps, de trouver la solution, les acteurs locaux, communautaires, privés, économiques, culturels, tout ça. À Barcelone, parce qu'on va bien finir par parler de Barcelone, alors lançons-nous, eux, ils ont plutôt abordé ça souvent par des plans particuliers de quartier, où ils voyaient la vocation future de l'espace liturgique transformé en espace culturel. Dans des plans, ils voyaient ceux qui pouvaient, à cet effet-là, être discutés dans un pari sur l'avenir pour l'ensemble du quartier, pas juste pour la propriété. Et ça peut peut-être donner des échelles de discussion. L'autre chose aussi, c'est qu'on a tendance à voir uniquement l'immense nef, mais il y a aussi les sous-sols d'église qui sont d'une capacité de transformation beaucoup plus grande. Et si on se dit toujours « Ah, c'est impossible de réparer le clocher, donc on jette l'église à terre », peut-être qu'on devrait se donner une décantation de l'espace. Il y a des espaces dans une propriété comme une église qui sont beaucoup plus transformables à des fins
rapide et pour générer des revenus, puis peut-être trouver un modèle économique à l'échelle plus large de ses propriétés. Il y en a, la Sainte-Brigitte de Kildare, qui était inquiétante à un certain moment. Là, ça semble se diriger vers quelque chose d'intéressant. Il y en a d'autres, Sainte-Germaine-Cousin, que vous connaissez bien. Bien, tu sais, comment est-ce qu'on peut faire un modèle économique qui est... Et c'est peut-être l'économie plus sociale qu'une économie spéculative, il faut mettre là-dessus. Là. Je ne sais pas, là, mais la notion du comment est-ce qu'on va accepter de faire des sacrifices, surtout que maintenant, tout le monde est à la fois intéressé et inquiet de l'architecture. Alors, tu sais, il faut trouver une façon de mettre ces sujets en discussion positive. Là. Oui. Peut-être juste pour compléter, bon, d'abord, en faisant référence au patrimoine religieux, là, on parle d'un actif qu'on a en grand nombre, d'un actif patrimonial très important, mais qui financièrement est lourd à porter, donc ça devient un passif. Hein. Quand on a un actif trop lourd à porter, ça devient un passif. Et la tendance, c'est quand c'est un passif comme ça, bien, on va élaguer, puis on va l'enlever. Finalement, on va garder seulement ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'on a le droit de faire ça vis-à-vis des générations futures, de juger maintenant de tout ce qu'on va sacrifier pour définitivement dans les quartiers, avec l'image, évidemment, que ça donne, sans compter que c'est une collection, hein, c'est un ensemble. Ça, c'est toutes les tendances d'une certaine époque, et c'est un patrimoine assez exceptionnel à l'échelle du Québec, de l'Amérique, même de l'Amérique du Nord, à cause du fait que Montréal était une métropole. Alors, évidemment, le problème avec le patrimoine religieux ou avec les bâtiments institutionnels, c'est à quel rythme ils arrivent sur le marché. S'ils arrivent à un rythme relativement lent, on est capable de les absorber. S'ils arrivent tout d'un seul coup, on n'est pas capable de les absorber, ça devient là, un problème majeur. Avec la Fondation du patrimoine religieux, ce qui a été fait, c'est d'essayer de les maintenir comme lieu de culte le plus longtemps possible et de subventionner toute la mise aux normes, la restauration, pour qu'au moins ça reste le plus longtemps lieu de culte et qu'en plus de ça, ça soit des fabriques qui s'en occupent. Donc, ce n'est pas à la charge de l'État. Si on fait une fiducie et qu'il faut subventionner la fiducie puis qu'on crée un portefeuille énorme d'églises, bien là, évidemment, ça ne sera plus les utilisateurs qui vont financer, ça ne sera plus les fabriques, ça va être un monstre qu'il va falloir financer, puis là, ça va redevenir un problème et un passif majeur. Je suis d'accord qu'il faut éviter des opérations malheureuses. J'avais la diapositive, je l'ai enlevée ce matin, de Saint-Jean-de-la-Croix. Saint-Jean-de-la-Croix, dans la petite Italie, qui est un exemple à ne pas faire, c'est-à-dire prendre une grande église avec une grande nef, transformer ça en condo. Alors, on voit évidemment toutes les verrières en façade, avec les rideaux de toutes sortes de couleurs différentes, là, puis le soir, c'est allumé de sorte de manière. On perd complètement le sens de l'église. Je me mets à la place des gens qui ont acheté des condos, pas trop cher, il y a quelques années, et quand le clocher va être à refaire, alors la facture à partager entre 25 unités. Alors, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont demander la démolition du clocher, les deux clochers. Alors là, on va voir quoi comme paysage? Une espèce de mognon avec des fenêtres et puis avec un agrandissement en arrière, puis de clocher. Ça va être absolument informe. Ça va être même pire qu'un bâtiment de condo correct. Ou ils vont demander une subvention, puis là, on va dire on subventionne le privé parce qu'on subventionne des condos parce qu'on subventionne le clocher. Alors, les solutions ne sont pas évidentes, les solutions ne sont pas trouvées. Je pense que maintenir les activités existantes, d'abord, c'est celles qui ont le plus de sens, puis en plus de ça, ça permet de tranquillement absorber dans le marché. Et c'est ça qu'il faut chercher à faire, mais il faut programmer ça, il faut planifier ça. C'est ça qui est le défi. On a du travail à faire. Hein? Marie-Odile, une question à poser. Je vous en poserai une de plus. Est-ce que, dans une perspective de planification, tantôt, M. Bumbaru a parlé d'utiliser le paysage urbain comme élément intégrateur éventuellement. Est-ce que dans la mesure où l'objet qu'on va regarder, c'est vraiment le plan de développement de Montréal, est-ce que dans ce document-là, on pourrait s'attendre à ce que, par exemple, certains types de patrimoine qui pourraient nous apparaître plus menacés soient identifiés? On vient de parler du patrimoine religieux. Ou peut-être, est-ce qu'il y a des approches intégratrices qui pourraient être, au sens de l'exercice de planification, être retenues
pour nous permettre de prendre des décisions éclairées au fur et à mesure que 5 ans, 10 ans, 20 ans s'écoulent et qu'on s'assure d'avoir gardé notre capital patrimonial et même d'en avoir développé un nouveau. Est-ce que là-dessus, vous avez des idées ou est-ce qu'ailleurs, dans le monde, il y a des façons de faire inspirantes? Et toi qui as beaucoup voyagé dans le monde. Alors, vous y allez par ordre alphabétique toujours? On est Montréalais, on délibère d'abord. On ne reçoit pas des ordres. Fier citoyen. Écoutez, peut-être l'idée du chantier, quand je mentionnais tantôt que depuis des années, on nous parle qu'il faut faire une stratégie sur le patrimoine religieux, c'est vrai qu'il faut la faire. C'est vrai que ce serait mieux de la faire avant que le problème soit tellement énorme que ça va prendre quasiment une dévastation pour régler la question, tu sais. Et peut-être qu'il y a lieu d'avoir ces exercices de planification préventive. Héritage, on pense qu'on devrait utiliser le droit d'initiative pour que ça se fasse, par exemple. L'agriculture urbaine, c'est sympathique, mais quand on va commencer à récolter nos clochers, là, on va voir que, c'est bon, mais est-ce qu'on va retomber dans l'ère de la poussière de briques là, qui caractérisait les années 60-70, comme Clément le mentionnait? Je ne sais pas, mais c'est peut-être une occasion à prendre et transformer ce qui peut être une hypothèque lourde dans une façon aussi de transiger avec l'avenir, de négocier un pacte là-dessus. Je ne sais pas, mais c'est peut-être ce genre de chantier. Une vision intégratrice, bien, on a déjà cette notion des éléments identitaires. Comment est-ce que l'ADN de Montréal se retrouve dans le plan de développement? Et je reviens avec cette idée d'authenticité. Vous savez, beaucoup de choses qu'on peut énoncer, à la limite, et le document n'est pas entièrement comme ça, mais il faut faire la part des choses entre ce qui pourrait s'appliquer tout aussi bien dans un Montréal qui aurait été dévasté par un immense tremblement de terre, un cataclysme généralisé, et les choses qui sont spécifiques à Montréal, qui ont besoin du lieu montréalais pour se réaliser. Et peut-être ça, ce serait déjà cette relation à la géographie, hein, le software, le hardware, le where, et sortir du Tupperware, comme on dit. Alors ça, c'est peut-être des éléments. Il y a des grands chantiers à lancer. Et un outil pourrait être la fiscalité aussi. Là. Tout le monde en parle, là, mais il faut trouver une économie qui permette au patrimoine de gagner sa vie, pas uniquement celui qu'on a, mais celui qu'on veut aussi ajouter à ce patrimoine. D'accord. Madame Trépanier, vous allez être la dernière. Il y a une madame aussi. Non? Oui. Ah, pardon. Oui. Et on vient de commencer à aborder la question que je voulais soulever. Ce matin, on a parlé de la vie de quartier, on a parlé de la densité, on a parlé de la complexité, de la variété possible des formes de densité. On s'est demandé jusqu'à quel point on tenait compte de l'existant quand on parlait de densification. Et c'est sûr que le PDM se situe entre le PMAD, le plan métropolitain, et le plan d'urbanisme. Mais le PMAD lance l'injonction, pour parler comme les Français, l'injonction de la densification. Alors, à Montréal, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer l'idée qu'on est déjà dense dans les quartiers centraux et que ça, c'est notre patrimoine, c'est ça qui définit l'identité de Montréal et que la densification à Montréal ne peut pas faire autrement que passer par une reconnaissance d'un patrimoine fort. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est liée à ça, c'est est-ce qu'il ne faut pas tenir compte davantage des populations existantes, du vécu identitaire et patrimonial des populations existantes quand on parle de densification? Et face à ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que Ville-Marie a fait en changeant son plan d'urbanisme sur les hauteurs et densités, en changeant ses règlements d'urbanisme pour réduire le potentiel de consultation publique, en transformant la négociation avec les promoteurs en PIA, pour parler le jargon des urbanistes, c'est-à-dire qu'on évacue la possibilité de faire appel à l'office de consultation, on évacue la possibilité de faire des
projets particuliers, des PPCMOI, qui donnent beaucoup de pouvoir de négociation aux arrondissements. Et on dit on va tout traiter en PIA, c'est-à-dire en plan d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale, qui se fait par négociation directe entre les fonctionnaires professionnels et les promoteurs, sans consultation publique. Donc, où est le patrimoine là-dedans? Où est la population là-dedans? Qu'en pensez-vous? Par ordre alphabétique. Par ordre inverse par ordre alphabétique inverse. OK. Sur la première question, deux éléments par rapport à la densité comme une valeur de l'existant. D'une part, à Toronto, il y a quelques années, ils avaient réfléchi sur la notion d'intensification plutôt que de densification. On a tendance à traduire, et ça, c'est peut-être un défi pour un plan de développement dans un univers où on associe tellement le mot développement à construction. Il y a peut-être la notion des nouveaux usages, la requalification. Il faut travailler dans le software aussi. Hein. Ce n'est pas juste Ubisoft qui s'occupe de ça. Et donc, peut-être une piste de ce côté-là. L'autre chose qui est très intéressante, on parle beaucoup de densification en Chine. Hein. Rappelez-vous les modèles des villes chinoises qui poussent avec des quantités faramineuses de gens par millimètre carré. Bien, il y a quelques années, le professeur Norbert Schonauer de l'Université McGill avait réuni à Montréal des gens des offices de planification des grandes villes de Chine. C'était eux qui faisaient des missions ici, puis ils nous avaient demandé de participer à cet exercice. Et les calculs démontraient que la densité sur le plateau était beaucoup plus efficace que les tours qu'ils faisaient en Chine. Et c'est peut-être intéressant d'arrêter de s'imaginer que ce qu'on est en train de bâtir le long de René-Lévesque ou dans certains endroits, en fait, en reproduisant le modèle des abords du métro Guy, c'est peut-être pas un modèle de densité à l'échelle humaine. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a des expériences. Et notre patrimoine, ce n'est pas juste une archive, c'est aussi un message utile. C'est une capacité de dégager un modèle. Et quand j'écrivais tantôt développement à la montréalaise, bien, il faut peut-être penser en ces termes aussi. On a les modèles de construction qu'on a développés au 19e, 20e siècle, créer de la densité, mais avec de l'humanité. Et c'est peut-être ça qu'on devrait utiliser comme référence. Ça n'exclut pas des tours ici et là, mais il faut vraiment arrêter de faire dominer le modèle par une forme de construction qui est peut-être même pas intéressante pour la Chine si on écoute M. Schonauer. Feu M. Schonauer. D'abord, sur la question de la densité, moi, je reconnais qu'effectivement, les quartiers centraux de Montréal ont une excellente densité. C'est un actif, d'ailleurs. C'est très intéressant d'avoir des quartiers avec cette densité-là et cette qualité de vie-là. Donc, c'est une bonne combinaison des deux. Pour ce qui est de la négociation avec les promoteurs et la modification à des règlements qui amènent de la consultation publique, je sais que c'est une difficulté aussi pour les promoteurs. Donc ça, c'est un élément qui est très important, ce que vous soulevez. Mais quand le marché est là, le premier qui livre, c'est celui qui va qui va vendre ses unités. Alors, si le premier qui livre voit qu'il y a une piste qui lui permet d'aller tout droit et donc de sauver 6 mois par rapport à son voisin qui va vouloir discuter avec la ville puis avoir des consultations publiques, il va prendre la piste la plus simple qui ne demandera pas un changement de zonage parce qu'il est en compétition, il est dans un marché en compétition. Et actuellement, par exemple, dans le marché de condos, c'est carrément un marché en compétition. Dans tous les projets qui sont présentés, ils ne vont pas tous se faire. Il y en a qui vont se faire, puis il y en a qui vont arriver à un moment donné où ça va être plus difficile à vendre. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire moins de profit, puis d'autres qui vont perdre de l'argent carrément. Donc, dans ce contexte-là, il faut trouver une formule qui permet de réconcilier les besoins d'une réponse rapide au marché et les besoins aussi d'une négociation efficace et aussi qui tient compte des préoccupations du milieu pour être capable d'avoir le meilleur produit en même temps. Bon, merci. Madame, vous avez l'avantage et l'inconvénient d'être la dernière avant la pause. Alors, oui. Pouvez-vous être succincte, s'il vous plaît? Oui, je serai très vite. La question, ça part rapport à la question de les paroisses et les églises. Et j'ai une bonne note pour vous expliquer qu'avec la ministre
culture et communication. Il y a une programmation comme pour le Mondial Choral Laval. Alors, il y a subvention de ministre de Culture pour la protection, pour avoir cet événement à Laval, pour la protection des paroisses. Fait qu'il y a les concerts à Laval dans les paroisses. Mais moi, je pense qu'il y a une problématique ici entre Héritage Montréal, le patrimoine religieux et la ministre de Culture. Il doit y avoir une réglementation pour protéger automatiquement quand il y a une problématique avec une paroisse, avec une église, que automatiquement, ça tombe pas, la paroisse ne tombe pas dans les mains d'un promoteur, ça passe automatiquement dans les biens culturels municipaux. Alors, ils n'ont pas le droit de faire construire, c'est sacré. C'est une paroisse qui est sacrée. Et alors, ça tombe dans les biens culturels de la municipalité. On fait une bibliothèque, on fait une maison accès, on fait une maison culturelle, on fait quelque chose qui appartient à la municipalité. On a accès comme communauté à les vers, à quelque chose antiqué qui fait partie de notre mémoire de passé. C'est tout. On espère que ça puisse se produire un jour. Alors, vous avez une réaction là-dessus? Bien, il y a certainement quelque chose à développer. Je ne sais pas si la ville est le meilleur récepteur de ce genre de patrimoine. On sait qu'il y a des grands défis de maintenance des équipements élémentaires dans un contexte municipal, et pas juste à Montréal, mais cette idée du domaine public et de verser ces espaces. Mais comme Clément Demers le mentionnait, des fois, la meilleure chose, c'est la perpétuation d'un usage qui est peut-être modeste, mais vous savez, le secteur bénévole qui est impliqué au niveau des paroisses, des fois, il est beaucoup plus efficace qu'un système de gestion. Et il faut peut-être... Mais ça prend un espace pour discuter de ces solutions, qui a un peu de transparence et de devoir sur l'avenir. D'accord. Bon, ben alors, je vous demanderai avec moi de remercier nos panélistes, et puis on va prendre 15 minutes de pause. Merci beaucoup. Alors, vous revenez au bout d'une quinzaine de minutes. On va parler de vie culturelle. Mais je prendrai plus de trucs à donner.